Nous avons demandé à Camille Combes, qui est expert des mobilités à la Fabrique de la Cité, de partager ses réflexions sur les stratégies de réduction des émissions de polluants par les mobilités routières en ville et sur leur impact environnemental, bien sûr, mais aussi sur leur impact économique et social. Après avoir travaillé sur les solutions de financement de la transition zéro carbone des mobilités, Camille est l'auteur d'une note sur les ZFE, les zones à faible émission, dont il va être question aujourd'hui, et sur les mesures de contrôle de la pollution routière en ville, apparaître dès la semaine prochaine sur le site de la Fabrique de la Cité. J'en viens à présent au fait. La mise en place des zones à faible émission sont l'un des outils déployés par les métropoles, en particulier européennes, dès les années 1990, à une époque où l'Union européenne enjoint les États à prendre des mesures de réduction de la pollution atmosphérique et de la pollution atmosphérique naturellement en ville en particulier. En France, ces ZFE, ces zones à faible émission, sont consacrées par la loi d'orientation des mobilités de 2019. On en compte une quinzaine sur le territoire national. Ces instruments d'une démarche devenue incontournable de réduction de la concentration en polluants dans les zones urbaines font peser de nouvelles contraintes sur les mobilités des habitants des villes et surtout sur les résidents de la périphérie des métropoles. L'acceptabilité de ces mesures doit être soigneusement mesurée et leur éventuel effet sur les inégalités sociales, économiques et territoriales contenues. Alors, c'est de cela que nous allons parler une heure durant avec Camille Combes aujourd'hui. Camille, bonjour. Je te laisse activer ton micro. Bonjour à tous. Et je me tourne donc sans attendre vers toi. Donc, toi dont je sais que tu collectionnes les Vespa, je crains que tes scooters hors d'âge ne soient bientôt plus les bienvenus dans le centre de Paris ni de Lyon. J'aimerais que tu commences donc par nous présenter les origines et les caractéristiques de ces mesures et peut-être les inconvénients qu'elles présentent pour un collectionneur comme toi. Merci Mathieu. Alors, je ne sais pas si on voit mon écran ou s'il a réussi à être partagé. Je m'en occupe. Il est partagé de mon côté. Oui, effectivement, ça va être un peu compliqué de rouler en Vespa maintenant dans plusieurs villes, mais c'est pas grave de toute façon. Comme tu le disais, les moteurs sont hors d'âge, donc c'est plutôt aujourd'hui une trottinette qu'un scooter. Pour revenir sur ce sujet, j'aimerais tout d'abord commencer peut-être par une distinction. Si Mathieu, tu l'as dit effectivement en introduction de cette présentation, les objectifs d'amélioration de la qualité de l'air et de lutte contre le changement climatique ont été conjointement mis à l'agenda au niveau global depuis plusieurs années. On peut parler du protocole de Kyoto en 98, de la COP 21. On a vu des choses qui ont été mises en place au niveau national et local. Il est important toutefois de ne pas confondre la lutte contre le changement climatique et la lutte, ou en tout cas l'amélioration de la qualité de l'air en ville. Parce que bien qu'étroitement liés, ces deux enjeux appellent toutefois des stratégies différentes et des modalités et des échelles d'application qui vont varier diamétralement. Je vais commencer par la droite avec la lutte contre le changement climatique qui a pour objectif principalement de réduire les émissions de gaz à effet de serre et principalement le CO2. Donc quand on parle de décarbonation, on parle bien de lutte contre le changement climatique avec pour objectif d'atténuer les effets néfastes de ces gaz à effet de serre sur le climat et donc à une échelle planétaire. D'autre part, pour tout ce qui est des stratégies d'amélioration de la qualité de l'air, elles vont avoir pour objectif de réduire les effets néfastes sur la santé, donc il y a un sujet sanitaire, mais aussi sur l'environnement, mais principalement au niveau local, des émissions de polluants atmosphériques. Sur ce dernier phénomène de pollution atmosphérique, il faut savoir que c'est aussi un phénomène très complexe qui va être renforcé par plusieurs types de polluants de nature différente et qui vont venir de différents secteurs. Pour revenir sur cet objectif de réduction de réduction des émissions de polluants et de lutte contre la pollution atmosphérique, Mathieu, tu le disais en introduction, c'est un enjeu central qui a été porté à l'échelle de l'Union européenne depuis plusieurs années pour au moins deux raisons. La première de ces raisons, elle est assez évidente, c'est bien sûr un sujet sanitaire. Là, je vous reprends les chiffres de l'OMS, qui sont des chiffres à prendre sur une zone statistique qui est ce que l'OMS appelle la région européenne, mais qui comprend un peu plus de pays que l'Union européenne, avec un chiffre plutôt effrayant de 400 000 décès prématurés liés à une pollution atmosphérique, à des concentrations de polluants atmosphériques excessives, notamment dans les villes.
Deuxième enjeu, c'est un enjeu économique et financier. Mathieu, tu le disais, l'Union européenne a enjoint les États membres à respecter des seuils réglementaires qu'elle a fixés au milieu des années 90. Et pour enjoindre les États membres à respecter ces seuils, il y a aussi la possibilité pour certains pays, pour certaines organisations, de saisir la Cour de justice de l'Union européenne. Et je prends l'exemple de la France, qui a été condamnée par la Cour de justice de l'Union européenne en 2019 pour non-respect systématique des valeurs de dioxyde d'azote depuis 2010 dans plusieurs territoires, donc principalement des villes, mais à noter aussi la vallée de Chamonix. Et donc l'amende qui a été donnée par la CJUE à la France était de 11 millions d'euros, avec des astreintes journalières de près de 240 000 euros, tant que les normes d'émissions et de concentration de polluants n'étaient pas respectées. Donc il y a vraiment ces deux enjeux, et ce deuxième enjeu financier explique aussi pourquoi depuis plusieurs années, de nombreuses villes en Europe, et on en dénombre près de 200 aujourd'hui, mettent en place des ZFE. Alors la ZFE concrètement, qu'est-ce que c'est? C'est un moyen pour les villes de restreindre l'accès d'une zone à un type de circulation. Alors ces ZFE peuvent varier selon plusieurs critères. Tout d'abord, le type de véhicule. Alors en France, on va parler et on va se fonder principalement sur la norme qu'on va appeler une catégorie critère. Ça va aussi, on va aussi pouvoir faire des ZFE en fonction du type de motorisation. On va pouvoir interdire des véhicules diesel ou des véhicules thermiques. Ou encore, dans d'autres pays, on va utiliser la norme Euro, qui est une norme, un standard d'émission qui est calculé en fonction de l'année de production du véhicule. On peut aussi, et la ZFE peut aussi, je dirais, discriminer l'accès à une zone, à un type de véhicule, notamment aux poids lourds, ça peut être aux voitures particulières ou encore à des véhicules de livraison, donc en fonction de leur motif. Et enfin, dernier élément, et vous pouvez le voir sur l'image à gauche ici, c'est que la ZFE n'a pas nécessairement vocation à fonctionner toute la journée, mais elle peut restreindre son accès à une heure particulière. Mathieu, tu le disais en introduction aussi de cet événement, en France, on a vu le sujet poindre dans le débat public, puisque avec la promulgation de la loi d'orientation des mobilités en 2019, cette LOM, justement, a instauré l'obligation de mettre en place des ZFE dès lors que les normes de qualité de l'air ne sont pas respectées de manière régulière. Ça va concerner principalement des métropoles, et on le voit bien aujourd'hui, et c'est aussi la question que je vais poser au travers de cette présentation, c'est que si les ZFE apparaissent comme un moyen efficace de réduire les concentrations de polluants émis par les déplacements de mobilité, il y a potentiellement aussi des effets néfastes, et que cette introduction de nouvelles restrictions peut poser problème, ou en tout cas peut venir gréver la mobilité de certains urbains. Peut-être pour enchaîner justement sur ce sujet-là, on peut voir que la ZFE est aussi un catalyseur du changement, et notamment un catalyseur du rajeunissement du parc de véhicules. Mais ce rajeunissement du parc de véhicules peut se faire en excluant certains ménages et entreprises, et c'est ce que je vais essayer de vous montrer dans les deux prochaines slides. Tout d'abord, sur la logistique urbaine, et notamment pour les entreprises pour toutes les entreprises du secteur de la logistique. Là, on a une littérature qui est abondante sur le sujet. Il y a beaucoup d'études qui ont été faites à la suite de la mise en place d'une ZFE pour montrer les effets que ça avait pu avoir sur le parc de véhicules dédiés à la logistique. À la différence du parc automobile privé, ce qui est intéressant de noter, c'est que les véhicules dédiés à la logistique se caractérisent par leur âge qui est beaucoup plus élevé, et en conséquence des standards d'émission qui ne permettent pas de satisfaire les normes actuelles de qualité de l'air. Il y a une étude qui avait été conduite en 2008 par Laetitia Dablanc, qui est directrice de recherche à l'université Gustave Eiffel, qui relevait justement aussi une corrélation entre, d'une part, le nombre d'habitants d'une ville et, d'autre part, l'âge avancé des véhicules dédiés à la logistique urbaine. Et en d'autres termes, ce qu'on peut dire, c'est que plus une ville sera peuplée, plus l'âge moyen du parc de véhicules dédiés à la logistique sera avancé. Ainsi, et en cela, ce qui est intéressant, c'est que la ZFE n'est pas inintéressante pour les villes, puisqu'elle peut être aussi une manière de venir et d'inciter à la modernisation de l'âge, de la modernisation du parc de véhicules. Toutefois, et c'est ce qui est aussi intéressant de noter, c'est que cette modernisation, ce rajeunissement du parc de véhicules, elle se fait dans un premier temps au prix de l'inaccessibilité des véhicules les plus vieux qui ne respecteraient pas ces standards.
Or, et c'est la deuxième corrélation qu'on observe, notamment dans les études qui ont été menées à Paris et à Londres, c'est que les véhicules les plus âgés sont le plus souvent exploités par des transporteurs indépendants et des petites entreprises, et que si toutes les entreprises peuvent finalement s'adapter à la ZFE en renouvelant leur véhicule, en achetant un véhicule neuf, et je pense notamment, c'est soit acheter un véhicule neuf, soit se reporter vers une catégorie qui ne serait pas concernée par la ZFE. Et je prends là l'exemple de Londres, puisque lorsque le Emission Zone, donc la toute première mouture de la ZFE de Londres a été mise en place en 2008, elle ne concernait pas les vannes et les camionnettes, ce qui a fait que de nombreux transporteurs ont préféré vendre leurs poids lourds pour se reporter vers l'achat de plus petites camionnettes. Et concrètement, ce que ça veut dire, c'est que la ZFE induit d'importants coûts pour les entreprises logistiques. En outre, ce qui est intéressant, c'est que ce surcoût qui va être induit par la mise en place d'une ZFE va représenter une difficulté encore plus aiguë pour les petites entreprises, notamment du secteur de la logistique, mais aussi du génie civil, qui vont avoir du mal à répercuter les coûts d'achat d'un nouveau véhicule du fait qu'elle soit présente dans un marché qui est déjà fortement concurrentiel. Ainsi, ce qu'on peut voir, c'est que les entreprises, les plus petites entreprises et les transporteurs indépendants apparaissent beaucoup plus vulnérables que les grandes entreprises qui peuvent par ailleurs, et je prends ici l'exemple d'une entreprise comme DHL, comme UPS, comme Amazon ou encore DPD. Ce qui est intéressant, c'est que ces entreprises qui vont disposer par ailleurs d'une flotte avec un âge plus jeune, enfin des véhicules plus récents, peuvent aussi, du fait de leur implantation, décider de réattribuer ou de redistribuer les véhicules qui ne seraient pas autorisés dans une ZFE vers d'autres zones qui ne seraient pas concernées par la ZFE. La conséquence de cela, et c'est Laetitia Dablanc qui l'a montré dans une étude conduite en 2015, et elle montrait que justement, dans les villes qui avaient mis en place une ZFE en Europe, on observait, après la mise en place de la ZFE, une diminution comprise entre 15 et 30% du nombre d'entreprises dédiées à la logistique. Donc là, on voit et on perçoit aussi ici les effets néfastes d'une ZFE, les effets socio-économiques néfastes d'une ZFE, qui est concrètement que les plus petits transporteurs et les entreprises les plus vulnérables n'auront pas les moyens de s'adapter au paradigme nouveau introduit par la ZFE. S'agissant de la mobilité des personnes, on est sur un autre sujet, et là, autant le dire tout de suite, il y a très peu d'analyses qui ont été conduites sur les effets de la ZFE sur le déplacement des personnes. Toutefois, en regardant les éléments et les études qu'on a aujourd'hui sur l'effet sur le secteur de la logistique, on peut formuler des hypothèses sur les effets de cette mesure sur les habitants d'une ville et sur la mobilité quotidienne. Concrètement, la ZFE vient réglementer l'accès des véhicules personnels aussi à une zone, et elle introduit une contrainte nouvelle pour le déplacement des personnes, lesquelles peuvent mettre en place différentes stratégies d'adaptation. On retrouvera bien sûr la stratégie qui est utilisée par les entreprises de la logistique, qui est peut-être la plus simple, mais aussi l'une des plus coûteuses, qui consiste à acheter un nouveau véhicule. Et dès lors que la ZFE sera mise en place, là on a une alternative. Soit on peut toujours changer de véhicule, soit les personnes peuvent décider de se reporter vers un autre mode de transport. On peut parler notamment des transports en commun ou des modes actifs que sont le vélo et la marche à pied. Toutefois, si aucune de ces solutions n'est possible, des automobilistes qui désirent se rendre dans la zone qui va être concernée par la ZFE peuvent soit prendre le risque de se déplacer avec leur véhicule qui ne serait pas accepté et donc risquer une amende, ou encore, et c'est peut-être, je dirais peut-être pas, on ne va pas parler ici d'une solution, mais c'est plutôt d'un renoncement, ça va être potentiellement d'arrêter de se déplacer, ou pour des personnes qui seraient en transit, ça va être aussi d'éviter la ZFE. Cette incitation au changement, elle impose aussi, et comme pour le secteur de la logistique, un surcoût aux ménages qui vont devoir renouveler un ou plusieurs véhicules pour pouvoir continuer à se déplacer, et notamment pour ceux qui n'auraient pas d'alternative efficace. Je pense notamment, et je prendrai ici l'exemple des zones périphériques, où l'automobile est utilisée dans une extrême majorité des cas. On a des parts modales qui sont situées entre 85 et 90% de déplacements qui sont réalisés en voiture pour les déplacements domicile-travail. Et dans ces zones périphériques, ce qu'on observe aussi, c'est un manque cruel d'alternatives. On a, je dirais, une couverture en réseau de transport en commun qui est beaucoup plus faible que dans les centres-villes, et le vélo et la marche à pied sont en dehors de leur zone de pertinence pour des déplacements qui sont compris entre 15 et 30 km.
Or, dans ces zones périphériques, et ça c'est une observation que fait l'INSEE, ce qu'on note, c'est que le salaire moyen des habitants de ces zones périphériques est beaucoup moins important que celui des personnes résidant dans le centre des métropoles. Et pour le dire autrement, la ZFE va peser plus fortement sur des budgets qui sont déjà moins importants des habitants des zones périphériques qui, faute d'alternatives, devront changer de véhicule. Je fais un crochet volontaire par le cas de Londres, qui est aussi intéressant. Je parlais tout à l'heure de l'Ultra Low Emission Zone, qui là concerne les véhicules particuliers dans une zone très restreinte du centre de Londres. À la différence de la ZFE telle qu'on la connaît, telle qu'on va la connaître en France, l'Ultra Low Emission Zone n'interdit pas aux plus vieux véhicules de rentrer. Toutefois, elle leur oblige à payer une redevance pour pouvoir circuler, enfin un droit de circuler de 12,50 livres pour pouvoir circuler au sein de l'Ultra Low Emission Zone. Et là, on a là aussi, je dirais, quelque chose qui fait peser un poids supplémentaire sur le budget des ménages, puisqu'il y a près de 3,5 millions de personnes qui résident dans la zone concernée par l'Ultra Low Emission Zone, et ils sont encore plus nombreux à s'y rendre ou à circuler dans cette zone. Et une étude anglaise avait fait justement le calcul pour les personnes qui résident dans cette zone et devant se déplacer en voiture, et ça représente un coût supplémentaire de 4 500 livres par an pour pouvoir se déplacer au sein de l'Ultra Low Emission Zone. Ça représente à peu près un budget supplémentaire de 5 200 €, donc qui est pas des moindres. En synthèse de ces deux éléments, ce qu'on peut dire, mais qui est un peu provocatrice, c'est que la ZFE est finalement une épreuve darwinienne, dans laquelle soit on doit s'adapter, soit on arrête de se déplacer. On l'a vu, que ce soit dans le domaine de la logistique ou dans le déplacement des personnes, on va avoir trois moyens d'adaptation qui vont pouvoir être mis en place, soit changer de véhicule, soit changer de mode, soit changer d'itinéraire. Je vous ai noté ici les différents problèmes que ces moyens d'adaptation pouvaient rencontrer. Et si une personne ou une entreprise n'a pas les moyens de s'adapter, il reste deux solutions, bien sûr, risquer l'amende ou renoncer au déplacement, sachant que renoncer au déplacement pour une entreprise, concrètement, ça veut dire renoncer à une affaire, et pour une personne, ça veut dire renoncer à une opportunité, que ce soit une formation, un emploi, ou encore à des loisirs ou à des relations sociales. Je reprendrai pour ça, et pour illustrer ce problème-là, les mots de Jean-Claude Léfy, qui est expert et directeur du programme Mobilité 3.0 à la Tech ITS France, qui s'interrogeait justement sur l'acceptabilité de cette mesure au regard de ses potentiels effets socio-économiques, et qui disait comment est-ce qu'on peut interdire à près de la moitié de nos concitoyens de se rendre à leur travail, les emplois étant concentrés dans les agglomérations et les utilisateurs de la voiture étant très majoritairement ceux n'ayant pas de solution alternative. Il y a donc une question qui reste en suspens, c'est que toutes choses égales par ailleurs, c'est-à-dire en implantant dans nos villes telles qu'on les connaît aujourd'hui la ZFE, cette mesure va mettre au banc les ménages et les entreprises qui vont les plus vulnérables au nom justement de cet impératif d'amélioration de la qualité de l'air. Et en cela, cette mesure peut être perçue comme inacceptable, ce malgré l'impératif d'amélioration de la qualité de l'air. Merci Camille. Tu viens de nous démontrer avec beaucoup de clarté que les ZFE peuvent poser autant de questions et autant de problèmes d'ordre social et économique qu'elles n'apportent de solutions de type environnemental ou de santé publique. Donc, j'imagine que dès lors qu'on a établi effectivement que ces mesures peuvent peser lourdement sur la mobilité des entreprises et des ménages, il existe, je l'espère en tout cas, nous l'espérons tous, des contre-mesures. Comment est-ce qu'on peut faire pour rendre ces zones à faible émission acceptables et faire en sorte qu'elles n'aggravent pas les inégalités? Oui, tout à fait, merci Mathieu. Effectivement, ce qu'on peut voir à partir de ces différents moyens, en tout cas, de s'adapter, qu'ont les entreprises et les ménages de s'adapter au paradigme nouveau de la ZFE, on peut déjà imaginer plusieurs leviers qui vont permettre justement de faciliter cette adaptation et ainsi aussi de la rendre plus acceptable. Et certaines de ces mesures sont d'ores et déjà mises en place. Je vais prendre pour ça l'exemple de deux types de mesures. Les premières mesures, c'est bien sûr toutes les mesures d'aide et de subvention d'aide à l'achat d'un nouveau véhicule. On a vu, puisque le premier moyen d'adaptation, ça va être bien sûr de changer de véhicule. Il y a une étude qui avait été conduite par la direction interrégionale et interdépartementale de l'environnement, de l'aménagement et des transports d'Île-de-France, la DRIAT, qui avait été menée en 2019 et qui, sur un scénario prospectif de la mise en place d'une ZFE à l'échelle de l'A86, donc l'autoroute, la deuxième
autoroute autour de la métropole du Grand Paris, qui indiquait que près de 5% des ménages franciliens vont être affectés par la mise en place d'une telle ZFE, et que parmi ces 5% des ménages, il y en aurait près de 25 qui n'auraient tout simplement pas les moyens de changer de véhicule. Ça représente à peu près 29 000 ménages. Alors, il y a des programmes d'aide financière qui existent. Je vous ai mis ici ceux de la métropole du Grand Paris, donc qui sont des simulations qui ont été mises sur le site de la métropole du Grand Paris, de la ZFE de la métropole du Grand Paris. Ces aides et ces subventions, elles peuvent être disponibles, en tout cas accessibles à plusieurs niveaux, que ce soit au niveau de l'État ou de la région et de la ville. Ce qu'on peut voir, c'est qu'effectivement, ça permet de réduire le prix d'achat d'un véhicule. Toutefois, deux problèmes. Le premier, c'est que si vous regardez l'image en bas à gauche, donc pour l'achat d'un véhicule familial électrique, on reste sur un reste à charge qui reste prohibitif pour certains ménages. Et par ailleurs, pour tous les véhicules, les citadines et les utilitaires neufs, on reste également sur des prix qui sont quand même relativement élevés, et par ailleurs pour des usages qui ne sont pas nécessairement adaptés au fonctionnement, et je pense notamment aux entreprises, puisque certaines entreprises se sont plaintes du fait que les véhicules électriques et hydrogène qui existaient aujourd'hui sur le marché n'étaient pas adaptés à leurs usages, faute justement la présence d'un réseau de recharge et d'avitaillement assez dense pour pouvoir fonctionner normalement. Ça m'amène à une deuxième remarque, justement sur le déploiement de différents réseaux, que ce soit des réseaux de transport collectif et des réseaux de recharge, à la fois pour favoriser la transition énergétique du parc automobile, mais aussi pour favoriser le report modal. Je reprends cette étude faite par la Dryad qui indiquait justement que sur les personnes qui n'avaient pas les moyens d'acheter un nouveau véhicule, près de 60% de ces ménages, donc c'est-à-dire 17 000 ménages, ne pouvaient pas se reporter vers d'autres modes. Ça tient à une raison très simple, c'est que, je le disais tout à l'heure, dans les zones périphériques, à mesure que l'on s'éloigne du centre névralgique d'une aire urbaine, donc du centre du grand pôle urbain, la couverture en réseau de transport diminue. Cette couverture, elle est de deux ordres, c'est à la fois la présence d'une ligne de transport, mais aussi la fréquence des transports. Il ne s'agit pas uniquement d'avoir une ligne de bus qui va passer toutes les heures, il faut que cette ligne puisse être fiable et surtout puisse être efficace pour les personnes qui vont se reporter depuis l'automobile. À partir de ça, on peut imaginer deux moyens, en tout cas deux mesures compensatoires. La première, et je pense qu'elle fera écho à certains des travaux qui sont portés, notamment par Vinci Autoroute en ce moment, ça va être la mise en place de réseaux de transport collectif, en tout cas de lignes de bus, sur les axes structurants, et je pense notamment aux lignes de voie express, comme on a pu en voir dans le sud de Paris, et qui aujourd'hui sont développées un peu partout en France. Le deuxième enjeu, ça va être aussi, je le disais tout à l'heure, la construction d'un réseau de recharge beaucoup plus dense. Là, je pense que l'exemple qui est intéressant à regarder, c'est celui de Bruxelles. La région capitale de Bruxelles a mis en place sa ZFE en 2018. Elle a prévu l'interdiction de la circulation des véhicules diesel à l'horizon 2030 et la circulation de l'ensemble des véhicules thermiques à l'horizon 2035. Et ça a été suivi en 2021, il y a quelques mois, par l'engagement de l'exécutif régional de bâtir un réseau de recharge bien plus important que ce qu'il ne l'est aujourd'hui. Il faut savoir qu'aujourd'hui, sur la région capitale de Bruxelles, on recense à peu près 160 bornes publiques de recharge. L'objectif, c'est de bâtir un réseau de 11 000 bornes de recharge électrique. Ces deux exemples, plus celui de la mise en place de subventions et d'aides à l'achat, montrent aussi un autre sujet qui est lié à l'adaptation des ZFE, qui est un sujet de financement. C'est qu'il va falloir concrètement mettre en place de nouveaux leviers aussi pour financer ces mesures. Et là, je vous renvoie à l'étude que la Fabrique de la Cité avait publiée en mai 2020 sur le financement de la mobilité post-carbone. Donc justement, on explorait les différents leviers que les villes pouvaient activer, les différentes mesures qu'elles pouvaient mettre en place pour financer la décarbonation de la mobilité. Mathieu, on ne t'entend pas, je crois. Toutes mes excuses. On comprend, Camille, effectivement, merci, que ces ZFE appellent des efforts extrêmement importants de la part des collectivités pour aider les ménages et les entreprises à entreprendre la transition de leur parc, des efforts en matière d'incitation, des efforts en matière de déploiement d'infrastructures,
mais aussi des efforts pour offrir des solutions de mobilité alternatives à ceux qui décideraient de ne pas transitionner. De quels autres leviers, disons, d'action les villes disposent-elles pour améliorer la qualité de l'air si elles ne sont pas en mesure d'appliquer ou de déployer l'ensemble de ces mesures de transition ou d'incitation? Je vais le dire de manière un peu provocatrice. La réduction des concentrations de polluants atmosphériques ne s'arrête pas à la mobilité. Et surtout, et je vais essayer d'en parler dans cette slide-là, c'est que si les ZFE ont été érigés comme, je dirais, la principale réponse à cet enjeu de qualité de l'air, ce qui est intéressant de noter, c'est que la réduction de la pollution atmosphérique en Europe n'a pas du tout attendu l'avènement de la ZFE. Ce que je vous ai mis ici à gauche, je ne sais pas si ça s'affiche bien, c'est les concentrations, les émissions de polluants atmosphériques. Donc là, c'est des données françaises, ça a été des données produites par le CITEPA en 2018. Ce qu'on constate, c'est que hors du HFC, qui est un gaz qui est contenu dans les systèmes de climatisation des véhicules, on constate la diminution de l'ensemble des émissions de polluants atmosphériques. Donc concrètement, il n'a pas fallu que les villes mettent en place des ZFE pour qu'on assiste à la diminution des émissions de polluants atmosphériques. Je repars pour ça d'un constat qui avait aussi été fait par l'Agence européenne pour l'environnement dans un rapport publié en 2020 qui indiquait que la qualité de l'air en ville s'était améliorée sur les 10 dernières années et que si des villes dépassaient encore les valeurs les valeurs limites de l'Union européenne et de l'OMS, on observait toutefois une dynamique intéressante de diminution de ces polluants. Je vous ai mis ici la citation du rapport de l'Agence européenne de l'environnement. Ce qui est intéressant de noter, il y a plusieurs choses. Tout d'abord, depuis 2000, les principaux polluants atmosphériques, et notamment les oxydes d'azote issus du transport, ont fortement diminué, mais aussi que cette diminution s'est faite alors que la demande en matière de mobilité a continué de croître. Et deuxième élément intéressant, c'est que, à la différence du secteur des mobilités, la diminution des émissions d'autres secteurs, et notamment du secteur résidentiel, donc le bâtiment et de l'agriculture, le bâtiment entendu ici, tout ce qui est lié au chauffage, et de l'agriculture se révèle beaucoup plus lent que celui de la mobilité. Ça tient, ce constat-là, le fait que la mobilité a vraiment réussi ces 30 dernières années à réduire ses émissions, ça tient à plusieurs choses, notamment aux importantes innovations qui ont été réalisées et qui sont nées durant cette période. Je pense notamment à tout le perfectionnement des motorisations thermiques qui a eu lieu, aussi aux efforts qui ont été menés en direction du report modal, donc le fait de mettre beaucoup plus des automobilistes dans les transports en commun, et aussi ces dernières années au développement des véhicules hybrides, électriques et hydrogène. Deuxième élément, et tu le disais Mathieu, c'est qu'on ne peut pas tout, je dirais, attendre. J'ai mis ici la citation de directrice exécutive de l'expertise et des programmes de l'ADEME qui justement montre que l'objectif, ce n'est pas de faire porter à la ZFE à elle seule toute l'ambition des villes d'une meilleure qualité de l'air. Derrière ça, le constat, c'est que le champ d'action en matière d'amélioration de la qualité de l'air ne peut se restreindre à la seule mobilité. Je vais prendre un exemple très simple et très concret que vous avez ici à l'image. C'est que si on prend tout ce qui est lié au chauffage domestique, donc ici en orange sur le résidentiel, le chauffage domestique et le résidentiel représentent 49% des émissions de particules fines 2.5 et 33% des émissions de particules fines 10. Donc là, on voit aussi très bien, c'est que on aura beau agir et restreindre l'accès aux villes de la manière la plus drastique possible, ça n'enlèvera pas le fait que d'autres secteurs sont responsables de certaines émissions. Je prends un autre exemple, c'est celui de l'ammoniac, des émissions d'ammoniac que vous avez ici sur la gauche, le NH3. Ce qui est intéressant de noter sur l'ammoniac, c'est qu'en se dégradant, le NH3 va produire des particules fines et que du coup, ces particules fines produites par la dégradation du NH3 sont principalement dues aux émissions liées à l'agriculture. Et donc là, je repars aussi du constat qui a été formulé par l'Agence européenne de l'environnement dans son rapport Air Quality in Europe, qui mettait justement en exergue ce caractère systémique de la lutte contre la pollution de l'air et qui disait en creux que la stratégie de réduction des émissions de polluants doit également se tourner en direction de ces secteurs et pas uniquement
en direction du secteur des mobilités, surtout, et là j'ajoute cela, c'est pas l'Agence européenne de l'environnement qui le dit, mais j'ajoute cela, que on peut pas faire porter à les ZFE tous les efforts de réduction de la pollution de l'air, surtout si ça se fait au coût d'un accroissement des inégalités socio-économiques et territoriales. Et en conclusion, j'aimerais poser peut-être une question un peu provocatrice, qui est entre la qualité de l'air et l'accessibilité des villes, est-ce qu'il faudrait vraiment choisir? J'ai essayé de le montrer dans le cadre de cet exposé. On voit que, au travers de la mise en place de les ZFE, les entreprises et les particuliers les plus vulnérables qui ne disposeront pas des ressources financières ou des solutions de remplacement risquent de tout simplement pas pouvoir s'adapter à la mise en place d'une ZFE. Ça peut se traduire de deux manières derrière, c'est que soit les personnes vont continuer à se déplacer et risquer une amende concrètement, ou tout simplement les personnes vont arrêter de se déplacer. En cela, la ZFE apparaît beaucoup plus comme, je dirais, non pas une zone à faible émission, mais une zone à forte exclusion, qui risque d'accroître les inégalités socio-économiques et territoriales. On peut penser bien sûr à des mesures compensatoires, je le disais tout à l'heure, via des aides et des subventions en direction des ménages et des entreprises les plus vulnérables, grâce à la mise en place de nouvelles offres de transport collectif en direction des zones périphériques, et aussi grâce à la création de réseaux de recharge et d'avitaillement pour ces nouveaux véhicules qui vont arriver sur le marché. Cependant, face au contexte budgétaire et financier actuel, que ce soit au niveau de l'État ou au niveau des villes, et on en revient sur le sujet sur lequel on avait travaillé à la Fabrique en 2020, les villes et États vont devoir identifier de nouvelles ressources pour financer ces mesures compensatoires. En outre, et c'est mon point conclusif, je dirais que l'enjeu de la réduction des émissions de polluants atmosphériques ne s'arrête pas à la mobilité, surtout si cela se fait au prix d'une exclusion extrêmement forte des habitants des zones périphériques et des entreprises et ménages les plus vulnérables, et qu'il faut bien plus que la ZFE puisse s'inscrire dans la dynamique que l'Agence européenne de l'environnement a mis en avant, qui est concrètement une dynamique depuis près de 30 ans de diminution des émissions de polluants atmosphériques, sans que toutefois cela induise de nouveaux problèmes. Il faut que la ZFE puisse accompagner cette dynamique sans créer des nouveaux problèmes qui seraient là plutôt des problèmes d'ordre d'inégalité socio-économique et territoriale.